Rebonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la suite que vous attendez. En tout cas, moi je l'attendais beaucoup. The Handmaid's Tale, suite et fin, enfin, pour le moment, saison 3 et 4. Alors, pour la petite note et le petit warning, je sais que la première partie, j'ai fait en sorte de faire un minimum de spoilers en parlant d'évolution sans rentrer dans les détails. Par contre là, je vous le dis tout de suite, énorme warning, spoiler. Effectivement, là je peux pas passer outre le spoil, parce que je vais, sans entrer dans le gros détail, je vais donner des informations qui, si vous n'avez pas vu le début, le faites pas quoi. C'est rare qu'on dise de ne pas regarder une vidéo, mais pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, qui veulent la regarder, je vous conseille la partie 1, mais pas cette partie, pas la 2. Pour ceux qui ont déjà vu la série, pas de problème. Pour ceux qui ont vu que les 2 premières saisons, ça va être compliqué, sauf si vous n'êtes pas contre un peu de spoil. À vous de voir, mais en tout cas, à partir de maintenant, vous êtes prévenus. Et ensuite, moi je vais vous dire aussi, j'ai mis le lien en bas de la vidéo pour vous dire que la première partie est disponible, bien entendu. Je sais que j'ai mis un peu de temps pour la sortir, mais si vous saviez comme j'ai galéré avec les bruits de travaux qu'il y a autour de moi, entre mon voisin du dessous qui fait des travaux depuis au moins 1 mois et demi, et 3 immeubles juste à côté qui ont été détruits, je peux vous dire, c'était pas facile d'avoir du silence. Donc voilà, maintenant c'est parti, et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche. Comme ça, on se revoit et vous ne loupez plus rien. C'est parti! Pour commencer, je vais récapituler les 2 premières saisons. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. Je ne vais pas faire un résumé de ce que je vous ai dit dans la première vidéo, il suffit de la regarder. Mais ce que je vais faire, c'est plutôt découper l'évolution par thème. Je vais expliquer en fait chaque saison avec un thème qui est en fait une référence à l'évolution mentale du personnage de June, du personnage principal. Alors, pour moi, enfin, c'est mon point de vue, c'est mon évolution, c'est comme ça. Enfin, c'est l'évolution que moi j'ai vue et que je vais après expliquer pourquoi je le vois comme ça. Mais pour l'instant, aussi le découpage que j'en ai fait. Pour la saison 1, pour moi, c'est une partie où June est complètement dans le déni au début, puisqu'elle arrive dans un monde qu'elle ne connaît pas. Elle vient de débarquer à Gilead puisqu'elle s'est fait capturer. Elle n'adhère pas à l'idéologie, elle ne connaît même pas les règles puisqu'elle n'y a pas adhéré. Et du coup, c'est un peu quand elle se rend compte des conséquences violentes de se rebeller contre ce nouveau mode de vie, elle finit par essayer de s'adapter, mais pas s'adapter parce qu'elle adhère, mais s'adapter pour survivre. Et pendant qu'elle s'adapte pour survivre, elle va aussi être dans la recherche d'alliés, comme vous avez expliqué dans la première vidéo. Et cette recherche d'alliés, c'est une façon de se rebeller contre le système, mais on va dire de façon un peu plus stratégique. Pour la saison 2, là c'est autre chose. On a vu que la saison 1, elle s'est rendue compte que c'était plus complexe qu'elle ne le pensait. Il y a des ennemis partout, elle n'a trouvé qu'un seul allié pour le moment. Dans la saison 2, là par contre, comme elle a la complexité de vouloir s'en sortir et de retrouver sa fille,
fait qu'elle va être dans le total abandon de soi à un moment donné. Et nous allons voir pourquoi avec un schéma. Je vais tout simplement vous expliquer comment on arrive au syndrome du stress post-traumatique, ce que l'on connaît aussi sur le format SSPT. Et en fait, on n'en vient pas comme ça, en fait. Et c'est vraiment sur ces 2 saisons qu'on va voir, surtout la 2, qu'on va voir comment la vigoureuse et combattante June va se retrouver complètement dans l'abandon de la motivation, l'abandon de s'en sortir et le désespoir total. Et donc la dépression, on peut dire ça. Pour mieux comprendre l'évolution psychologique de June, notamment entre la saison 1 et la saison 2, il faut comprendre comment le traumatisme fonctionne. Pour cela, on va simplifier les choses avec des images. On va considérer que l'appareil psychique, étant un être vivant, se représente sous une forme d'un rond. Un rond plein. Lorsque le stress apparaît, selon la force du stress, en fait, il va venir essayer de casser ce cercle bien formé qui représente un esprit psychique sain, en tout cas n'ayant pas de traumatisme. Il va essayer de s'insérer dans cet appareil psychique. Si le stress n'est pas assez violent, si le stress est surmontable, alors l'appareil psychique reprend forme et la vie continue. Cependant, dans le cas de June, quand elle arrive à Gilead, tout ce qu'elle reçoit comme stress avec la violence auquel elle est confrontée, le fait qu'elle se sent muselée face à ses droits, et qu'en plus elle subit des viols et qu'elle perd toute forme d'individualisme, et ce n'est plus un être humain d'ailleurs, le stress devient trop important. Et l'appareil psychique ne peut pas revenir à la normale. À ce moment-là, le trauma apparaît puisqu'il a pénétré trop profondément l'appareil psychique et il est resté marqué. Cela reste donc, ça représente ce qu'on appelle une fixation traumatique. Et lorsqu'il y a une fixation traumatique, là, c'est irréversible. C'est-à-dire que là, l'appareil psychique, il va être dans l'obligation de mettre en place un système pour s'en sortir, mais en faisant avec le traumatisme. Et on arrive là, donc, au syndrome de stress post-traumatique. Le cerveau a plusieurs façons pour s'en sortir, c'est-à-dire la schizophrénie. Il y a un clivage qui se crée dans l'appareil psychique, c'est-à-dire un côté qui conserve le traumatisme et un côté qui est préservé. Et c'est souvent le côté préservé qui va être en activité. Le cerveau va vouloir oublier le traumatisme, donc il le met de côté. Après, malheureusement, souvent ça ressurgit plus tard, même des années plus tard. Et vous avez aussi le syndrome de personnalité multiple, où alors là, l'appareil psychique ne peut faire face aux traumas multiples, et du coup, il crée plusieurs personnalités pour pouvoir gérer oui ou non, mais disons que c'est trop compliqué pour une seule personne. Donc, il crée des personnalités. Après, vous avez d'autres fonctionnements de défense. Ici, le fonctionnement de défense, on va le voir plus tard avec les saisons 3 et 4. Pour June, vu que le traumatisme est constant, mais qui surtout il est durable, puisqu'il est répétitif pendant plusieurs années, et que pour l'instant l'espoir est compliqué à avoir, elle va embrasser son traumatisme. Voilà, là on en arrive, on a fini avec la saison 1 et 2. Maintenant entrons dans le vif du sujet. La saison 3, je l'appelle la saison de la résistance, puisque dans toute cette saison, on développe comment June va faire partie de la résistance, qui s'appelle Médée, si vous vous souvenez bien, et comment, entre le début de la saison et la fin de la saison, elle passe de juste participante, parce qu'elle veut faire partie de ceux qui vont
aider les autres et qui font la révolution, qui doit enterrer entre guillemets Gilead, et complètement devenir leader. Et là, c'est quand même une énorme évolution et promotion entre guillemets. Et alors pour débuter cette histoire, il faut savoir que June devient of Lawrence, c'est-à-dire qu'elle devient la servante du commandant Lawrence. Le commandant Lawrence n'est autre que l'architecte de Gilead. Quand je dis l'architecte, c'est-à-dire que c'est celui qui a mis en place tout le système économique qui fait qu'aujourd'hui Gilead prospère. Il n'adhère pas tout à fait à l'idéologie qui est devenue Gilead aujourd'hui, c'est-à-dire que lui, il avait certainement une idée proche de la religion, qu'il adhérait plus à la religion qui vient d'être créée, les fils de Jacob, mais ce qui est devenu Gilead, je pense que ça l'a complètement dépassé, puisqu'on voit qu'il n'adhère pas du tout au système. Il est contre la cérémonie, il aime sa femme, il laisse complètement les Martha qui vivent chez lui et la servante se débrouiller, il s'en fiche complètement. Lui, du moment qu'il n'a pas de problème et qu'il arrive à protéger sa femme, c'est tout ce qui l'intéresse. En fait, sa femme, c'est toute sa vie. Donc, comme elle a beaucoup du mal à accepter ce qui se passe avec Gilead, ça l'a atteint très profondément au niveau psychologique. Et du coup, il a peur qu'elle ne survive pas à Gilead. Donc, il essaie de la surprotéger en se faisant petit. Cependant, le commandant Lawrence, il a un statut hyper important. Quand il y a des réunions, elles se font chez lui parce qu'il ne se déplace pas. Mais, passons outre ça, elle va s'en faire un allié, donc June, parce que lui, il voulait pas que les femmes soient autant soumises et soient considérées comme des personnes n'ayant aucun droit de pensée ou individuel. Et lui, surtout, je pense que son idée, c'était de faire en sorte que on puisse sauver des enfants et que les enfants grandissent dans de bonnes conditions. Et c'est pas vraiment ce qui se passe. Donc il va être pas si difficile que ça à convaincre. Son seul problème, c'est plutôt éviter les problèmes. Voilà. Donc au début, Médée va s'infiltrer via l'aide de June chez le commandant Lawrence, qui va plus ou moins le découvrir, mais qui va laisser faire en se disant que du moment qu'elles le font bien et que ça se passe bien, il s'en fout. Et là, la mission que Médée confie à June, c'est aux Martha qui sont chez le commandant, car il y en a plusieurs, c'est de sauver une autre Martha, qui est une scientifique, enfin une chimiste plus précisément, et qui peut être importante pour la résistance, puisqu'elle peut aider à fabriquer des bombes. Voilà. Donc ils doivent la planquer pour qu'elle puisse repartir en toute sécurité et s'enfuir. Seulement ça se passe pas très bien, et la Martha, entre deux, comme elle s'était pris une balle, elle est morte. Et là, le commandant Lawrence, il n'est pas hyper content. Il va un peu se venger, c'est-à-dire qu'il va lui dire « Ah oui, puisque c'est comme ça, on a plein de Martha qui sont prisonnières. Tu vas en choisir 5 qui seront sauvées, et les autres, vont mourir, quoi, elles vont être exécutées. » Et forcément, June, au début de l'épisode, elle dit c'est mort, je ne peux pas choisir qui va vivre ou mourir. Et tout ce qui se passe dans l'épisode, c'est là que j'essaie de ne pas trop spoiler, va faire que à la fin de l'épisode, June va désigner les 5 Martha qu'elle va sauver. Et c'est là qu'un véritable changement s'opère dans la psychologie de June. C'est-à-dire qu'avant, elle était plutôt passive en ce qui concerne la mort. C'est-à-dire que c'est les conséquences de ses actions, mais elle n'a pas provoqué d'action pour que ces personnes soient mortes. Elle aurait préféré qu'elles survivent. Et là, elle rentre dans un schéma où, même si ça reste encore passif, elle est un peu plus impliquée sur concrètement qui va vivre ou mourir. C'est la première fois qu'elle a ce type de prise de décision. Et ça va complètement changer de façon irréversible le mental de June. C'est-à-dire que ça, c'est la première action. Mais au fur et à mesure, il va se passer des petits trucs qui font que, par exemple, donc, elle s'attache fortement à la femme du commandant.
mais elle s'y attache aussi parce qu'elle s'en sert d'atout pour manipuler Laurence. Elle a réussi à convaincre le commandant Laurence de faire évader, enfin, fuir des enfants de Gilead pour qu'ils aillent au Canada. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur du truc, mais c'est hyper risqué, encore plus pour le commandant, quoi. Enfin, pour elle aussi, parce qu'elle se fait choper, elle se fait buter, mais lui qui a un certain pouvoir, il sait qu'après ça, c'est fini. Et elle essaie de le convaincre aussi en lui exprimant le fait que sa femme, elle est en danger à Gilead, elle ne survivra pas à Gilead, parce qu'elle n'adhère pas à l'idéologie, et qu'elle sombre tellement dans sa dépression qu'elle va finir par pas plus vouloir continuer à vivre, même si elle aime son mari. Et elle lui dit, il faut que tu nous aides à nous échapper avec les enfants, et toi et ta femme aussi, parce que comme ça, vous en sortirez. Et il arrive donc elle le convainc comme ça, il accepte, ils essaient de s'échapper, et puis il se rend compte, enfin, il essaie lui et sa femme de s'échapper, mais ça ne fonctionne pas. Mais il reste quand même, même avec des difficultés à accepter, il continue à supporter June dans sa mission de sauver les enfants. Et alors que ça devenait une dizaine, après ça a grossi jusqu'à 50, pour au final, il y ait 86 enfants, si je me souviens bien, à mettre dans un avion. Avec les Martha, une partie des Martha, donc ça fait beaucoup de monde à sauver et discrètement. Et alors le truc qui est la deuxième étape qui va définitivement mettre un terme à la June d'avant, c'est qu'à un moment donné, vers les derniers épisodes de la saison 3, la femme du commandant Laurence va faire une overdose médicamenteuse parce qu'elle voulait se suicider. June, qui allait lui apporter son petit déjeuner ou une collation, je ne sais plus, la voit inconsciente, elle respire encore, elle allait demander de l'aide et elle s'arrête. Et ça, c'est une décision qui devient quand même moins passive. C'est-à-dire qu'elle ne la tue pas directement, mais elle la laisse mourir. C'est-à-dire qu'elle refuse de demander de l'aide et essayer de la sauver, parce que ça peut foutre en l'air sa mission. Puisque la mission devait débuter, je crois, le lendemain. Et donc du coup, effectivement, là, c'est une décision plutôt grave, puisque elle en est arrivée à un niveau psychologique où elle est prête à sacrifier des gens, même des gens innocents, pour arriver à son but. Et là, c'est quelque chose qu'elle n'aurait jamais fait en saison 1 ou 2. Donc, revirement de situation au niveau psychologique de June. Il y avait la June compatissante et la June qui prend des décisions qui sont parfois dures et voire froides. Et effectivement, elle la laisse mourir. Elle sauve les enfants qui arrivent à prendre l'avion. L'avion arrive à décoller avec les Martha, une partie, puisque comme il y avait des gardes à l'aéroport, certaines autres Martha sont sacrifiées pour faire diversion en leur jetant des pierres. Et June, en fait, se fait tirer dessus, ce qui fait qu'elle n'a pas pu prendre l'avion, et de toute façon, elle n'en avait pas l'intention finalement, parce qu'elle reste quand même sur son objectif principal de début de série, même en première saison, c'est-à-dire récupérer sa fille Anna, sa première fille. Elle a sauvé sa fille qu'elle a eue avec Nick. Elle a sauvé... En fait, c'est ça aussi qu'on se rend compte, c'est que dans la saison 1, elle se rend compte de ce qui se passe. Dans la saison 2, elle arrive à avoir assez de force pour sauver une personne, enfin deux d'ailleurs, puisqu'il y a sa fille et son bébé au lit, et Emily, qui est une servante à qui elle confie son enfant. Ça, c'est la saison 2. Et là, dans la saison 3, elle monte en grade au niveau du sauvetage, puisqu'elle sauve 86 enfants, plusieurs Martha, dont la Martha qui l'a aidée dans la saison 1 et 2, qui était la Martha des Waterfalls.
Et, et elle devient une héroïne en fait. C'est le symbole même de la révolution de Gilead en fait. Et ça c'est la fin de la saison 3 pour June, mais on va faire une petite aparté pour voir comment évolue aussi Serena. Alors Serena, on a vu dans la saison 2 qu'elle s'était vers la fin rapprochée du combat de June, uniquement pour sa fille par contre, parce que la fille de June, le bébé Holly, qui est le bébé Nicole pour Serena, puisque Serena, elle l'a appelée Nicole. Et elle avait vu comment les filles étaient traitées à Gilead, et c'est vrai qu'elle lui voulait pas un avenir aussi horrible pour elle. Elle a accepté que June prenne l'enfant et la fasse passer au Canada. C'est un lourd sacrifice pour elle, puisqu'elle a toujours voulu un enfant, mais le bien-être de cet enfant et l'amour qu'elle a pour cet enfant est tellement fort qu'elle accepte de sacrifier le fait qu'elle ne le verra pas, ne le verra pas grandir surtout, mais que cette petite fille ait un avenir meilleur. Et du coup, dans la saison 3, au début de la saison 3, pendant une bonne partie, elle reste sur cette position, elle reste l'alliée de June. Sauf qu'au bout d'un moment, son amour maternel est devenu trop fort et elle va vouloir revoir sa fille. Et en fait, ça se fait aussi, donc là, à ce moment-là, elle n'est plus pro-June, on va dire, et elle repasse pro-Fred. Elle retourne vers son mari, qui lui fait comprendre que, en fait, il faut qu'ils récupèrent leur fille. Et du coup, son amour maternel, là, il revient en surface et elle se dit... son amour mutuel de partie un peu, on va dire, égoïste, elle dit, moi je veux mon enfant, je veux retrouver mon enfant, je veux qu'on le fasse rapatrier à Gilead. Et là, forcément ça ne plaît pas à June, parce que forcément, c'était pas dans ses plans. Et du coup, ils vont négocier avec le gouvernement canadien, tous les deux, Fred et Serena, et au bout d'un moment, une fois là-bas, elle va se retourner contre Fred parce qu'en fait, c'est la seule personne qu'elle aime, en vrai, c'est sa fille. C'est ni Fred, ni June, c'est sa fille. Et elle va dénoncer les malversations de Fred à Gilead pour avoir une immunité totale et pouvoir s'occuper de sa fille. Voilà, voilà. Et enfin, nous allons passer à la saison 4. Alors la saison 4, celle-là, je l'ai appelée Revanche et Barbarie, parce que c'est vraiment que ça du début à la fin. Donc au début de la saison 4, on voit que June elle a été placée chez un nouveau commandant, le commandant Key, si je me souviens bien, qui habite dans un coin extrêmement paumé, il se passe rien, c'est dans la campagne, et il a une épouse, mais alors sa femme, elle doit avoir 15, pas plus. Et en fait, sa femme, c'est une gamine qui, en gros, se fait violer par son mari et par les autres commandants parce que ils s'en fichent un peu et que, comme elle est jeune, elle attire a priori les autres commandants, donc il la laisse se faire violer par les autres commandants, ce qui est assez sympa. Bon, c'est Gilead, on va dire, mais au niveau des atrocités, Gilead, ils sont top niveau. Ensuite, donc, June arrive, et pour la jeune femme du commandant, c'est un peu une bouffée d'air parce que elle sait qui elle est. Et forcément, cette jeune femme de commandant, même malgré son statut, elle adhère pas du tout à la cause Gilead, hein, ça c'est sûr. Mais du coup, elle est pro-June. Et quand elle va se rapprocher assez de June et que June va l'accepter, puisqu'au début elle n'est pas trop, elle a du mal, elle ne connaît pas encore, elle va finir par l'écouter et elle va se rendre compte que elle est au même niveau qu'elle, c'est-à-dire qu'elle aussi elle s'est fait violer. Et ça, June, c'est quelque chose qu'elle supporte pas, enfin très peu supporte, j'ai envie de dire, mais elle, en tant que victime de viol elle-même de façon régulière à cause d'un système, et maintenant qu'elle en est arrivée à pouvoir dire
qui a le droit de vivre ou de mort, et bah, elle va choper, elle va, avec l'aide de complices, choper les commandants qui l'ont violée et va pousser la petite de 15 ans à les tuer. Et étant donné que c'était une adolescente de 15 ans marquée et extrêmement en colère, qui avait cumulé beaucoup de haine, bah, elle l'a fait assez rapidement, elle l'a accepté assez rapidement. Mais là, on passe à un nouveau stade encore. C'est-à-dire que là, c'est plus du tout de la passivité de la part de June. C'est-à-dire que là, elle commandite plusieurs meurtres. Il y a 5 commandants qui se font exécuter et elle pousse une fille de 15 ans à devenir un bourreau. Alors là, c'est vraiment un nouveau level. Et là, on sent qu'il n'y a pas de retour possible. Là, c'est le traumatisme, elle a transformé son traumatisme pour s'en sortir, elle l'a transformé elle a embrassé un peu sa colère et sa haine pour en devenir une vengeance permanente. Là, elle est vraiment dans le système de revanche et devenir plus forte pour se venger, et du coup, elle est dans l'acceptation de la violence. Donc, une fois qu'on est dans l'acceptation de cette violence, il n'y a pas réellement de retour en arrière. Et alors, c'est pas le seul fait, c'est que maintenant qu'elle est le leader de Mayday, ça c'est le premier commanditage de meurtre. Ensuite, elle apprend que la petite de 15 ans, elle manipule très bien la botanique, et notamment, elle sait fabriquer du poison à partir de plantes. Et là, elle fait « Ah, d'accord !» Elle utilise ça et elle lui dit « Fais-moi du poison ». Et elle sait qu'il y a une grande fête avec tous les commandants, et alors elle leur apporte du vin empoisonné qu'elle distribue, et là c'est une hécatombe totale, tous les commandants ont été éliminés. Donc là on voit, c'est le parrain quoi. Là elle voit qu'elle a été trop loin, et du coup elle sait qu'elle ne peut pas rester, donc elle essaie de s'enfuir. Le problème c'est qu'elle se fait choper et qu'elle doit retourner au Centre Rouge pour être punie, parce que pour avoir fait échapper les enfants, c'est à ce moment-là qu'elle revoit Nick qui va lui expliquer que il ne peut pas l'aider, qu'il n'a pas assez de pouvoir pour ça, mais qu'il a fait en sorte de minimiser pour qu'elle ne se fasse pas buter déjà, parce qu'il est déjà pas mal, mais qu'il ne peut pas faire au-delà que de la maintenir en vie. Elle est obligée de retourner au Centre Rouge, sous le commandement de tante Lydia, qui n'est pas la plus gentille. Et suite à ça, en fait, elle va avoir une opportunité. Elle est en déplacement avec 5 autres Enmed, 5 autres servantes, et en tante Lydia. Et à un moment donné, la camionnette est arrêtée, et comme il n'y a pas beaucoup de gardiens, puisqu'il n'y a que tante Lydia et le chauffeur, et elles en profitent pour se sauver. Le truc, c'est qu'il y en a 2 qui sont tirés dessus, et il y en a 2 qui meurent sous leur train, puisqu'il fallait courir assez vite pour passer de l'autre côté du train, vu que c'était un train tellement long qu'elles n'auraient pas pu être suivies, elles auraient eu trop d'avance, et en plus derrière c'était une forêt. Il y a surtout 2 survivantes. Elles vont se débrouiller pour arriver au plus près de la frontière canadienne. Et après beaucoup de péripéties dans lesquelles je ne vais pas rentrer dans le détail, finalement, seule June va réussir à rentrer sur le territoire canadien. Là, elle a retrouvé, juste avant, elle a retrouvé sa meilleure amie, mais surtout, elle retrouve Luc. Et c'est là qu'on entre dans ce que j'appelle le triangle amoureux. Quoique le triangle amoureux, au final, c'est surtout dans la tête de June, puisque d'un côté, Nick a toujours gardé en tête le fait que June était une femme mariée, et que le jour où elle arrivera à s'enfuir, elle retournera auprès de son mari. Et ça, il le sait. Et de notre côté, Luc, il ne sait pas exactement ce qui se passe. Il sait que par exemple, Nick est le père du bébé, de Holly,
mais qu'elle lui a dit qu'elle l'aimait, mais bon, il se dit, quand elle revient, ils revivent ensemble, ça va revenir comme avant. Il retrouve sa femme après, en plus, ça fait plus de 5 ans, je crois, qu'elle a disparu, qu'elle s'est fait kidnapper pour être à Gilead, donc ça date, ça fait des années où, en plus, elle a été extrêmement transformée. Et c'est là que j'entre dans le vif du sujet, à savoir, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans cette série, il y a deux groupes. Il y a les pro-Luc et les pro-Nick. Moi, en fait, ce que je préfère Nick, mais c'est aussi parce qu'on ne connaît pas assez bien Luc. Mais en ce qui concerne la relation que June a avec l'un et l'autre, pour moi, ça reste évident que, et la 4e saison va le montrer, c'est que avec tous les traumatismes qu'a vécu June et comment ça l'a transformée psychologiquement, elle ne peut pas revenir la June qui aime Luc. C'est-à-dire que quand elle retourne au Canada, qui revivent ensemble, ils ne se comprennent plus. Luc, lui, il est heureux de la retrouver, mais elle est traumatisée et elle est froide parce qu'il y a un décalage entre la sérénité qui règne au Canada et les 5 ans et plus qu'elle a passé à Gilead dans un monde très hostile, très anxiogène, où elle a enchaîné les traumatismes. Et ce décalage, en fait, on peut pas, ils peuvent plus se comprendre et on ne peut pas franchir, Luc ne peut pas franchir ce mur immense qu'il y a entre eux deux maintenant. Et ça va s'achever avec quelques éléments qui le montrent bien, c'est-à-dire que par exemple, au début, elle se refuse à lui sexuellement parlant. Bon, lui, il le comprend très bien, il se dit c'est normal, il sait qu'elle a été violée, et bon, comment il sait tout ça, en fait, ce qui est arrivé à June dans le détail, c'est que, revanche numéro 3, maintenant qu'elle est au Canada, June, elle a pu témoigner devant la Cour pénale internationale contre les Waterford, et June va témoigner contre eux en balançant tout ce qui s'est passé, en gros, de la saison 1 à la saison 3, avant qu'elle arrive au Canada. Et que eux soient au Canada aussi. Du coup, il a le détail de ce qui s'est passé. Donc lui aussi, il n'est pas traumatisé, mais, puisque c'est pas lui qui a subi, mais ça ne met pas en confiance sur comment surmonte June ces traumatismes. Et du coup, il comprend la distance qui se passe, c'est pour ça qu'il est patient. Sauf que ça suffit pas d'être patient, puisque à un moment donné, en pleine nuit, si je me souviens bien, June va vouloir faire l'amour avec Luc, mais elle le fait violemment et quasiment sans son consentement, quoi. Elle a tellement de colère en elle que elle est obligée d'être dans l'agressivité, parce que même dans les autres saisons, quand elle était avec Nick et qu'ils faisaient l'amour ensemble, elle était aussi assez violente, sauf qu'il y avait quand même du consentement. Là, Luc, comme il ne connaît pas ce milieu, il n'a pas vécu à Gilead, il ne comprend pas, en fait. Et il est dépassé surtout. Et c'est cette incompréhension de la part de Luc qui va marquer la grosse différence entre lui et Nick. Puisque Nick est la seule personne qui a soutenu June pendant qu'elle était en train de souffrir et qui a vu ce qu'elle a traversé. Et c'est par cette force que leur relation est vraiment très importante et bien sûr devient indispensable à June, puisque c'est le seul qui peut la comprendre quand Luc est dépassé. Il n'est pas en mesure de la soutenir, alors que Nick est prêt à faire pas mal de sacrifices et surtout à accepter la nouvelle June qui est capable elle-même de faire des choses criminelles, illégales, quelque chose que Luc ne comprendra jamais.
Et on le voit d'ailleurs dans leur relation quand June revoit une dernière fois Nick avant de retourner dans le centre rouge, alors qu'il risque d'avoir des problèmes vu qu'il y a des témoins, elle se précipite vers lui pour l'embrasser et lui, il l'accueille avec beaucoup d'amour puisqu'il n'a que très rarement l'occasion de pouvoir vivre son amour avec June et qu'il a toujours peur qu'elle disparaisse, donc il profite de chaque moment qu'il a avec elle. Et dernière petite revanche qui va complètement achever la relation entre Luke et June, c'est ce qui se passe dans le dernier épisode, c'est-à-dire que Fred Waterford a fait un pacte avec le gouvernement canadien en disant « Moi je vous donne toutes les infos que j'ai sur Gilead, et comme il est un peu celui qui a créé Gilead avec Serena, il en sait énormément. Et il dit, par contre, moi après, j'ai l'immunité, et puis je veux qu'on me donne une maison, une vie ailleurs, je crois que c'est en Suisse, et qu'on foute la paix à tout jamais. » Donc, June et les autres servantes qui ont pu être sauvées, qui sont aussi au Canada, elles sont pas d'accord avec ça. D'ailleurs, il y a une scène assez importante, c'est-à-dire qu'elles ont des groupes de discussion entre anciennes servantes, qui est dirigée par Moira, qui elle essaie de faire la paix depuis le début avec ce qui s'est passé pour continuer. Sauf que June, elle n'est pas du tout dans cette optique-là. Elle veut pas faire la paix pour avancer. Elle est trop ancrée dans la haine et la colère et la vengeance. Et c'est son leitmotiv. Donc non, elle pardonne pas en fait. Et le fait, quand elle apprend que Fred Waterford va avoir l'immunité, là c'est trop. Et alors, elle organise. En fait, quand Fred pense partir en Suisse pour donner son témoignage, dire donner les informations qu'il a sur Gilead, puis après rester sur place, et ben on comprend qu'on lui dit que non, c'est pas la Suisse, il va être rapatrié à Gilead. Et là, c'est mort pour lui parce qu'il sait que c'est un traître et que là, à Gilead, il va être exécuté, quoi. Sauf que là, c'est pire que ça. C'est qu'on l'emmène dans une forêt, et quand on lui ouvre la porte du camion dans la camionnette où il est, c'est Nick qui ouvre, qui l'emmène dans la forêt, et là-bas, qui l'attend, June et les anciennes servantes du même groupe de discussion. Et alors là, ce qu'elle lui dit, c'est qu'il devrait courir. Et en fait, ça devient une chasse à l'homme. Et c'est une chasse à l'homme qui finit en réelle barbarie, parce qu'elle le chope, il se fait exécuter de façon horrible, mais c'est toute la haine qu'il a cumulée par ses actions qui sont relâchées à ce moment-là. Et là, c'est la fin de la série de la saison 4. Il y aura une saison 5 a priori, mais on sait que il y a un moment symbolique à toute fin de l'épisode, c'est que June retourne quand même chez elle, là où elle vit avec Luke, et elle embrasse sa fille, parce qu'en fait Luke avait récupéré la garde de la petite Holly, Nicole. Elle retourne là-bas, mais pas pour revenir, elle y revient juste pour embrasser sa fille une dernière fois. Elle est encore tachée du sang de Fred, et elle se fait surprendre par Luke qui se réveille, qui voit dans l'état où elle est, qui s'effondre parce qu'il comprend plus ou moins ce qui s'est passé, et qui sait que là c'est fini, et elle vient de dire au revoir. Et ça se finit là-dessus. Et c'est là qu'on voit que le mécanisme de traumatisme, quand il est très fort, il transforme les gens. Mais alors, il transforme les gens, il y a plein de façons de continuer et de survivre au traumatisme, comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais aussi
Et ça, on le voit par exemple dans les pays en conflit, surtout les pays en guerre, ou notamment les enfants soldats. Ce phénomène où des personnes innocentes qui ont connu un monde un peu plus tranquille se retrouvent brutalement dans un monde et un milieu hostile où la mort l'ombre de la mort est permanente. On arrive à faire des actions qu'on n'aurait jamais faites auparavant. Ça transforme les gens, et quand on reste dans un milieu hostile, il est très difficile d'arriver à faire une démarche. Le cerveau aura du mal à faire une démarche pour sauver la personne en lui permettant d'avoir un petit coin de son psychisme encore sain, entre guillemets, encore non touché, non perverti par la souffrance et la douleur du traumatisme, et parce qu'il est en continu en fait. Quand il est en continu et qu'il est en continu, c'est difficile pour survivre, il faut quasiment adhérer en fait à cette violence et devenir bourreau en fait. Après, pas forcément en adhérant à la même cause, mais c'est un phénomène qui arrive dans les milieux où un environnement anxiogène, toxique, et où la mort rôde en permanence, fait qu'on ne peut pas faire réellement autrement que de s'adapter à ce milieu violent, quoi. Et on devient soi-même violent. Donc, pour moi, cette série, The Handmaid's Tale, c'est la série qui démontre le mieux, qui expose le mieux ce phénomène où l'environnement toxique, mais au-delà de toxique, parce que c'est vraiment à une grande échelle, là c'est l'échelle d'un pays, fait qu'on n'a tellement pas d'autre choix qu'on est obligé d'adhérer à la violence quasiment, et c'est difficile ensuite de revenir à la normale. Ça se voit aussi chez les soldats qui, notamment durant la guerre du Vietnam, en revenant de la guerre du Vietnam, avaient vu tellement de choses que impossible de revenir dans la vie civile. C'est pour ça que j'adore cette série, c'est qu'elle montre parfaitement ce phénomène. Et voilà, donc c'est là-dessus que je vais vous quitter. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Surtout, n'oubliez pas le petit pouce si vous avez aimé. Et puis, on se retrouve avec d'autres sujets. D'ailleurs, je vais parler de ce type de phénomène en parlant dans un autre, parce que j'ai encore beaucoup de liens à lire, sur un autre épisode des enfants soldats, de ce genre de phénomène ou d'autres phénomènes qui se déroulent dans un milieu où il y a une guerre, ou en tout cas des conflits qui font que certaines choses peuvent se passer qui ne pourraient jamais arriver dans un pays ou un État où un gouvernement est là pour ériger des règles. Sur ce, je vous quitte et je vous dis à très bientôt en espérant que vous allez ne pas être trop traumatisés. Allez, salut!